Troisième et dernière partie de l'African Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Abdoulaye Mbodj, chef du bureau économique à l'ambassade de Paris, à l'ambassade du Sénégal à Paris en France. Bienvenue, qui est toujours avec nous, Mohamed Ly, président du think tank IPOD, et notre éditorialiste Gratien Rokindi-Kiza. Place tout de suite à l'économie avec le financement des projets d'infrastructures en Afrique centrale qui a reculé de 80% en 2016. Qu'est-ce qui explique ce net recul? Élément de réponse avec Idalet Mirabel Bissou et Ibrahima Adjoumaba. En Afrique centrale, le financement des projets a reculé en 2016. C'est la conclusion d'un rapport de la firme internationale d'audit Deloitte qui estime que la plupart des pays de cette sous-région annoncent la mise en œuvre de plans d'émergence dans un horizon moyen de 2030. Même si le nombre de projets a très légèrement augmenté, passant de 23 à 24, la valeur des ressources qui y ont été injectées a été de plus de 4 milliards de francs CFA contre près de 22 milliards de francs CFA pour 23 projets en 2015. Et 20 milliards de francs CFA pour 13 projets en 2014. Le recul à hauteur de 80% des financements dédiés aux projets structurants en Afrique centrale. L'Afrique centrale est victime on va appeler ça d'un double choc. Premier choc sécuritaire, deuxième maintenant économique, dû beaucoup plus à la diminution des prix de matières premières. Parce que ça, on n'a pas souvent étendu l'analyse jusqu'à ces matières premières-là. Or, tout cela mis ensemble, vous vous rendez donc compte que le recette d'exportation de ces États ayant diminué de façon drastique, il devenait quasi impossible de continuer encore à financer, à injecter les fonds pour les projets structurants qui demandent beaucoup d'argent. 54% des projets de la sous-région ont été lancés au Cameroun qui, en plus de son plan d'émergence à l'horizon 2035, exécute un plan d'urgence triennal visant à rattraper la croissance. Le pays a aussi capté près de la moitié des financements en Afrique centrale au profit des projets énergétiques. Et que les dirigeants de l'Afrique centrale ont mis sur les projets d'infrastructures énergétiques tient de ce que l'industrie ne fonctionne que essentiellement à base de l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, il est hors de question de rêver d'avoir une structure industrielle viable. Les investissements miniers dans la sous-région ont progressé, comptant pour 8% en 2016 contre 4% en 2015, mais très loin du poids de 29% en 2013. La Chine a aussi été au cours de l'année 2016 le premier partenaire financier des projets d'infrastructure en Afrique centrale. Elle s'est aussi accaparée de 50% des marchés de construction contre seulement 20,8% pour les sociétés privées locales et 8,3% pour la France. Gratien, sur 24 projets, la valeur des ressources qui ont été injectées a été seulement de 7 milliards de francs CFA contre 35 milliards de francs CFA en 2015. Bon, les ressources des pays de cette zone en Afrique centrale a été impactée par les cours du brut, mais qu'est-ce qui explique cette chute drastique? Oui, on peut expliquer il y a plusieurs raisons. Moi, je peux parler d'abord des raisons économiques. Et aussi, surtout, d'abord, des raisons politiques. C'est une zone un peu instable. Quand on voit le Cameroun avec la guerre Boko Haram, on a vu le Congo, Brazza, il y avait certaines instabilités liées aux élections. Si on met le RD Congo dans l'Afrique centrale, même si ça ne se trouve pas dans la zone franc CFA, c'est un pays aussi qui se préparait aux élections et qui, les investisseurs, ne voyaient pas vraiment quelle est l'issue du conflit, de ce qui se passe dans ce pays. Centrafrique, c'est toujours dans l'instabilité. Il y a eu les élections, mais on n'arrive pas à démarrer. En même temps, c'est une zone qui n'arrive pas vraiment à prendre de l'essor au niveau économique. Ils se retrouvent à 2% au niveau de la croissance, alors qu'en Afrique, les autres pays sont à 6%. À la partie de l'Ouest, se trouve à 6%. Il y a les pays de l'Est qui se retrouvent même à 8%. Donc, il y a aussi l'économie qui n'est pas bien structurée. Le choc pétrolier pour ceux qui produisent a été rude parce que ces pays n'ont pas anticipé. Il faut dire aussi que dans un pays, il y a, disons, un certain consensus national pour que la population intègre aussi le sous-développement, pour que aussi les investisseurs viennent. Pas seulement, ne parlons pas des mines qui ont progressé, parce que les mines, c'est à l'état brut, on va les prendre, c'est pratiquement un pillage de l'Afrique. Ce n'est pas un investissement qui rapporte au peuple.
Monsieur Ly, qu'est-ce que vous voyez comme autre facteur explicatif de cette chute? Juste la grandeur monétaire dans une politique. Il y a la politique donc budgétaire, dont Gracien en a très bien parlé. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que dans cette zone-là, il y avait la directrice du Fonds monétaire et la France, pour lequel il y a des pays de la zone CFA qui sont arrimés. Il y a un risque. Il y a un risque sur les importations, il y a un risque sur leurs comptes de change. Et voilà, c'est pas pour rien qu'il y a des sociétés de notation, et la notation dans ces zones-là et dans ces pays-là ont des facteurs effectivement politiques et de stabilité. Donc vous mettez tout ça ensemble, des investisseurs deviennent frileux et l'investissement recule. Des investissements frileux, Gracien, mais l'Afrique est quand même en retard d'investissement, en tout cas pour ses déficits d'infrastructures à hauteur de 50 milliards de dollars par an, un retard qui s'accumule au fil des années. C'est une urgence aujourd'hui, ces projets d'infrastructures. C'est une urgence, mais en même temps, j'ai l'impression que des fois, ce n'est pas la priorité de certains pouvoirs, parce qu'on voit bien qu'on peut lever des fonds juste pour financer le budget, ce qui est très étonnant. On peut s'endetter pour le budget, c'est-à-dire qu'on s'endette cette année, on va s'endetter l'année prochaine pour le budget, parce qu'on ne voit pas, le budget ne produit pas, c'est un budget de fonctionnement. Mais il y a très peu de budgets d'investissement pour lesquels on lance des fonds, disons, pour les obligations. Mais l'Afrique est en retard parce que vraiment, il manque une certaine politique, je dirais une politique commune. L'Union africaine ne devait pas être l'union pour la politique, devait être l'union aussi pour l'économie. Parce que quand il s'agit de tracer un chemin de fer qui traverse l'Afrique de l'Est à l'Ouest, il faut que les pays africains s'entendent. Un seul pays ne peut pas le faire. Ça se fait en Afrique de l'Est, mais en général, il faut une certaine coordination des économies au-delà des pays pour qu'on arrive, disons, à rattraper ce retard. Monsieur Bott, vous voulez compléter? Moi, je pense que ce qu'il faut dire tout simplement, c'est que les investisseurs, ce n'est pas des enfants de cœur. Quand ils mettent leur argent, c'est pour effectivement des projets qui sont rentables, très bien structurés, très bien ficelés, où il y a une bonne visibilité. Ils sentent effectivement qu'il peut y avoir un retour sur investissement. Et donc c'est comme ça maintenant qu'il fonctionne. L'argent est disponible, mais il est disponible pour des projets qui ont été très bien étudiés, très bien ficelés, qui ont une possibilité effectivement de procurer un retour sur investissement comment dirais-je, effectif. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il va falloir retravailler tout ça, vraiment retravailler les projets, mettre toute l'expertise qu'il faut pour que quand les projets sont présentés vers les investisseurs, que ceux-ci comprennent effectivement que ça peut être rentabilisé. Oui, l'argent se trouve en Afrique. On n'a pas besoin en Afrique d'aller chercher l'argent ailleurs. L'argent pour développer l'Afrique se trouve en Afrique. Mais par contre, c'est que cet argent se retrouve à l'étranger. On peut dire, par exemple, l'Algérie qui dispose des centaines de milliards de dollars dans les bons de trésor américains. On les retrouve à gauche, à droite, en Europe. Le franc CFA, on a la moitié de la masse en Europe. C'est cet argent-là qui doit développer l'Afrique. Tant que les Africains vont laisser l'argent aller à l'étranger, ça posera un problème. Tant que les Africains ne vont pas maîtriser leur monnaie, le franc CFA, ça posera problème. Voilà. On va parler à présent de l'Afrique du Sud où le salaire minimum à 244 € sera mis en place en mai 2018. Les syndicats et le gouvernement sont enfin parvenus à un accord pour l'entrée en vigueur d'un salaire minimum qui correspond donc à 3 500 rand par mois. Une annonce qui a été faite ce mercredi par le vice-président Cyril Ramaphosa. On va écouter à ce propos le sujet de Birama Saounera. En Afrique du Sud, le syndicat des travailleurs a signé l'accord sur le salaire minimum national et la stabilité du marché du travail. Le salaire minimum national sera supervisé par une commission nationale. Cette structure décidera aussi des augmentations annuelles en tenant compte d'un certain nombre de facteurs. Il s'agit notamment de l'inflation, de la productivité et de la croissance du produit intérieur brut du pays. Nous pensons que c'est une étape dans la bonne direction. Les gens pensent que c'est peu, mais nous croyons que c'est déjà un pas, une ouverture pour sortir du piège de la pauvreté en bénéficiant de meilleurs salaires pour une meilleure vie sociale. Cela s'applique à tous les secteurs de la société et principalement pour les travailleurs des milieux domestiques et agricoles qui sont marginalisés en Afrique du Sud. C'est vraiment une bonne chose. Actuellement, en Afrique du Sud, 6,6 millions de travailleurs gagnent moins de 3 500 rand pour un salaire mensuel minimum national de 40 heures par semaine. Les partis auraient convenu de la redevance de 20 rand par heure. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des travailleurs.
Je suis ému présentement. Je pense que c'est une rupture avec le passé dans le cadre de la lutte pour le salaire minimum. La nature même des négociations entre les différentes parties, les entrepreneurs, le gouvernement, les travailleurs et la société civile est un véritable exemple. Nous sommes ainsi poussés à trouver des solutions pour une révalorisation des métiers dans la société. Nous espérons une bonne conclusion du processus. Ce salaire minimum national entrera en vigueur à partir de mai 2018. Les entreprises qui seront incapables de le payer pourront demander une exemption d'une durée d'1 an. Des mesures d'atténuation seront également mises en place pour aider les entreprises et les secteurs fragiles à éviter les fermetures d'usines et les pertes massives d'emplois. Monsieur Ly, cette mesure fait des contents et des mécontents, bien sûr. Du côté des mécontents, les soutiens du côté des contents, plutôt, les soutiens de la mesure estiment que ça va permettre de relancer la croissance sud-africaine et de limiter notamment les grèves qui éclatent à répétition dans le pays. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Oui, je suis plutôt d'accord sur cette analyse. En plus, l'Afrique du Sud nous fait ici une démonstration d'une maturité économique extraordinaire. Qu'un pays en vienne à parler en Afrique de SMIC, on peut le parler SMIC ou SMN. L'OIT a dit qu'il y avait d'autres pays. Il y a le Kenya, $205, le Gabon, $180, le Botswana. Il y a quelques pays. Il y a quelques pays qui ont cette maturité organisationnelle et en termes économiques pour en arriver là. Mais en plus, il faut rappeler qu'il y a des mesures d'accompagnement. Donc, est-ce que ça sera réellement appliqué aussi, voilà, surtout. On n'est pas sans savoir qu'il y aura des entreprises qui peut-être ne pourront pas appliquer. Mais moi, la notion que ça me renvoie est encore plus importante, qui est une notion sociale, c'est dans ces pays-là, on s'est organisé pour vivre. Quand on est travailleur, pour vivre décemment, il faut une certaine somme. Et cette somme, il est indécent de payer en deçà. Donc moi, je trouve ça excellent socialement. Maintenant, il faut des mesures d'accompagnement, comme ça se fait en Afrique du Sud, là, pour les pays qui pourront pas les entreprises qui pourront pas la première année seront accompagnées pour il y a des entreprises qui sont exemptées pour les 12 premiers mois. Qu'il y ait une somme pour laquelle on trouve indécent qu'un travailleur ne puisse pas gagner un minimum par rapport à ce pays-là pour accéder à un minimum de choses vitales pour sa vie, son loisir et l'éducation de ses enfants. Gracia, on parlait tout à l'heure des gens qui soutiennent justement cette mesure. Côté en revanche employeur, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Pour eux, la perspective d'un salaire inquiète, notamment au niveau de la hausse du chômage, contrairement à ce que l'État a dit. L'Afrique du Sud, avec son taux de chômage de 27%, n'a pas besoin d'aggraver ce taux de chômage en appliquant un salaire minimum strict. Est-ce que finalement, ça pourra peser sur cette courbe du chômage? Ça dépend de quel angle on peut voir la question. L'Afrique du Sud, le SMIC, on en a discuté depuis plusieurs années. Et surtout, ce qui pose un problème, c'est que ceux qui limitent ce SMIC, c'était des gens, des Noirs sud-africains, qui ont acquis presque gratuitement les actions dans les mines ou dans d'autres entreprises. Les nouveaux riches, donc qui amassent de l'argent, des dividendes. Il y a un problème de répartition des ressources, des revenus, des patrons qui ont beaucoup de dividendes et des ouvriers, des gens qui ont un SMIC trop bas. Et il faut savoir une chose, l'économie sud-africaine recule, déjà a été dépassée par le Nigeria, en passe d'être dépassée par l'Égypte, et l'économie en principe fonctionne avec la consommation. On produit, on ne peut pas exporter tout ce qu'on produit. On doit essayer à ce que la population... Est-ce que ça a des chances de réduire la pauvreté aujourd'hui? Oui, bien sûr. Parce que plus on augmente le revenu, plus les gens vont consommer. Et comme ils vont consommer, les gens vont produire pour qu'ils donnent la matière à consommer, les biens à consommer. C'est un cercle pour qu'il y ait un développement. On ne peut pas rendre... Tant que la population est pauvre, on ne peut pas se développer, il faut se le dire. Monsieur Mbouet, on peut rêver d'un salaire minimum au Sénégal? Bien sûr, bien sûr. Parce que le salaire, il faut le voir sous l'angle de pouvoir d'achat. Effectivement, quand les gens ont la possibilité d'acheter, d'autres auront toujours la possibilité de produire. Et quand d'autres auront la possibilité de produire, ils auront la possibilité de recruter. Et il y aura aussi du pouvoir d'achat. Et c'est un cercle vicieux qui va induire une croissance et une croissance auto-entretenue. Et ce n'est que cette croissance auto-entretenue-là qui crée du développement. Le Sénégal aujourd'hui ne peut pas ne pas passer par cela. L'émergence nécessite effectivement qu'il y ait une réglementation, que les gens ne fassent n'importe quoi. Donc le monde du travail doit
être organisé. On ne peut plus accepter qu'on puisse recruter des gens sur des bases d'un salaire qui ne sert pas à grand-chose. Il va falloir quand même qu'on mette ça à un certain niveau pour permettre aux gens de pouvoir vivre et vivre décemment et éventuellement peut-être épargner. Et toute chose égale par ailleurs, cette épargne-là qui va créer effectivement de l'investissement, de l'emprunt, et ça permettra à l'économie effectivement de fonctionner. Et c'est l'objectif du Sénégal à travers l'axe 1 du plan Sénégal émergent, la transformation de l'économie. Donc voilà, toute chose égale par ailleurs, il va falloir quand même qu'on légifère sur ce plan-là. Et c'est à présent la fin de cette émission. Merci à nos invités d'avoir participé à cette émission. Merci Monsieur Mbodj. Abdoulaye, vous êtes le chef du bureau économique à l'ambassade du Sénégal à Paris en France. Merci à Mohamed Ly, qui est le président du think tank IPOD. Et merci à notre éditorialiste Gracien Roquin-Tiza. Merci Diara, bonsoir à tous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité se poursuit.